Merci Jacques Lévy, qui va pas nous quitter de si vite, Ah bon? puisque nous avons maintenant une autre séquence qui le concerne aussi. Il s'agit d'un film. Un film qu'il a réalisé avec Thomas Bataille, qui doit être dans le public, à qui je vais demander de venir. Donc nous allons préparer la salle pour projeter le film et ensuite il y aura une rapide discussion et peut-être d'abord une présentation ou Peut-être après. après, une présentation après c'est toujours mieux. Vous allez nous expliquer cet espace sans spatialité. Exactement. Bonjour. Donc, je m'appelle Thomas Bataille, je suis cinéaste. Ce film est parti très intuitivement en étant fasciné par ces grandes avenues vides à Paris, ville dans laquelle j'habite depuis une cinquantaine d'années. Et en voyant ces lieux, j'étais fasciné par ces nouvelles perspectives, c'est une nouvelle manière de voir cette ville que j'avais l'impression de connaître par cœur. À la suite de ça, j'ai assemblé ces images. Ça a déjà raconté une espèce de petite histoire qui était donc la première partie du film que vous avez vu. Et puis, j'ai montré à différentes personnes, dont Jacques Lévy, ces images. Et à chacun, ça a évoqué une histoire, une manière de voir qui était chacun liée à leur connaissance, leur intuition. J'ai montré ces images aussi bien à un enfant de 5 ans qu'à un ami philosophe, Jean-Claude Monod, à Jacques, à une autrice qui a raconté une histoire, un musicien qui a... Bon, chacun y a lu à sa manière ce qu'il voyait et a énoncé à sa manière ce qu'il voyait dans ces images. Et puis donc nous avons commencé à travailler ensemble avec Jacques et il a été effectivement étonné par justement cette espèce de coquille vide que pouvait être cette ville, c'est-à-dire exactement le négatif de son objet de recherche. Et voilà, je vais te laisser prendre le relais sur ce que tu y as vu. En fait, c'est ce qui est énoncé dans le film, mais je t'en prie. Non, je pense que ça se suffit à soi-même. Ce que je trouve intéressant, c'est le fait que l'art et la science se ressemblent beaucoup. Là, on est plutôt dans une perspective esthétique. Hein. C'est pas un film scientifique, mais ce qui est une autre possibilité. Mais il me semble que et Thomas est plutôt quelqu'un qui travaille sur la dimension esthétique du cinéma, même s'il a aussi fait du documentaire. Mais ce qui me frappe, c'est le fait que quand on assemble des séquences, encore là, comme il vient de le dire, c'était pas au hasard totalement. Hein. C'est difficile d'ailleurs, ça aurait été difficile de faire un pur hasard, parce que finalement, on pouvait toujours trouver un sens, quel que soit l'ordre. Et en même temps, le fait de le présenter à différentes personnes, dont moi, comme un matériau à partir duquel on allait fabriquer autre chose, je trouve que c'est très proche finalement de ce qui se passe quand, avec les mêmes données empiriques, on va pouvoir construire des édifices théoriques extrêmement différents. Et dans les sciences sociales, on a cette... Enfin, peut-être que c'est exactement la même chose dans les sciences de la nature, peut-être un peu différent en mathématiques. En tout cas, dans les sciences sociales, on est submergé de données qui ont été fabriquées par d'autres, enfin, construites par d'autres, collectées par d'autres, notamment par les instruments statistiques officiels, par les sondages, etc. Et après, ça ne nous dit pas du tout ce qu'il faut en faire. Je dirais même que c'est un peu comme le syndrome des pays pétroliers. C'est plutôt une malédiction d'être un pays pétrolier. Et donc, on est tous un peu des pays pétroliers dans la science sociale, c'est-à-dire qu'on a une masse de données, et de plus en plus avec les big data, et il faut inventer. C'est là qu'on comprend à quel point le travail scientifique est une construction, une invention. Il faut inventer un autre type de discours qui va avec. Et je me suis trouvé dans cette situation-là, avec un point de vue plutôt esthétique, avec le matériau. C'était pas du tout évident, hein, en fait. Vous n'avez pas de mal à imaginer, puisque vous avez vu le point de départ et un des multiples, des infinis points d'arrivée possibles. Et je trouve que moi, j'y vois, comment dire, une espèce
de leçons épistémologiques dans ce film, hein, outre le fait que par ailleurs, comme tu dis, dans le confinement, parce qu'il n'a pas dit que c'était, enfin vous aviez deviné bien sûr que c'était tourné au printemps 2020 dans Paris confiné. Hein, tout le monde l'avait vu, j'imagine. Parce qu'on par des effets spéciaux, en fait, on pourrait très bien faire ce film-là en situation normale, hein, je pense. Mais bon, voilà. Ah oui, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que donc j'ai tourné des longues séquences à Paris, et finalement, en regardant les images, ce qui m'apparaissait comme des défauts, c'est-à-dire qu'il y ait un piéton, une voiture qui passe. Au moment où ça se passait, je me suis dit, ah ben mince, ça a raté, le plan est raté. Puis en fait, c'était nécessaire d'avoir quand même un élément de vie, un piéton qui passe pour raconter le vide, finalement, sinon ça s'apparentait à une photo arrêtée, une image arrêtée, et qui troublait la sensation, quoi. Donc c'était important d'avoir cet élément de vie, cet humain, toujours, qui circulait quelque part pour ressentir le vide. Et c'est vrai que je retrouve là, avec par exemple la sauteuse à la corde, quelque chose, parce qu'on a fait ensemble un autre film qui est Urbanité, que vous pouvez voir sur Vimeo, et que Thomas a été mon professeur de cinématographie. J'étais vraiment un débutant comme réalisateur, et il m'a énormément aidé. Une des choses que j'ai comprises et qui me fait conforter l'intérêt pour un film scientifique, pas seulement esthétique, c'est le fait que les gens qu'on filme, ils jouent toujours très très bien, ils jouent toujours juste. Et cette sauteuse à la corde, je trouve qu'elle joue très juste. Bon, ben, merci. Alors, nous allons enchaîner, ça va faire un peu de retard et ça s'accumule. Nous allons enchaîner par une petite intervention d'une dizaine de minutes d'un autre intelligence spatiale, puisque c'est lui qui a organisé la venue de Jacques ici à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, et Guillaume Schmitt, qui est chercheur, géographe, et qui va venir nous entretenir de sujets sur lesquels il travaille depuis assez longtemps, notamment la question des centres du polycentrisme dans la région des Hauts-de-France. Merci pour cette introduction. C'est un plaisir, et surtout je tiens à remercier le professeur Jacques Lévy pour cette invitation à participer à cette fête de lancement retardée et ô combien attendue, pour une intervention dont je n'ai pas choisi le titre. Et je trouve ça plutôt amusant comme défi, et le planning actuel étant relativement chargé, je me suis adapté avec un grand plaisir. Et Jacques au téléphone me disait que j'étais le régional de l'étape. Alors c'est aussi avec un grand plaisir que je vais parler de Valenciennes, car finalement étant de Valenciennes en poste dans cette université, c'est une ville sur laquelle je n'ai pas tant travaillé que cela. Donc il s'agit pour moi à la fois d'un défi, et d'un plaisir. Et je vais interroger cette ville à partir de l'un de mes sujets de prédilection, qui est le foncier, que Jacques a résumé par 3 mots, ou diversifié plutôt par 3 mots: sol, espace, territoire, à Valenciennes. Et au départ, dans le titre de l'intervention qu'il m'avait incité à faire, il y avait ici et ailleurs. Et aujourd'hui, je crois. Donc j'ai gardé aujourd'hui et j'ai rajouté un ici comme un clin d'œil à sa précédente intervention. Alors on va essayer de partir de quelques faits, non pas parce qu'il faut chercher une forme d'objectivité, mais plutôt une façon de poser le débat. Donc Valenciennes, pour situer les choses non pas de manière absolue, mais de manière relative, ce qui m'intéresse en tout cas, et ce qui me semble le plus important quand on travaille sur le foncier, c'est que cette agglomération, cette commune, cette ville, s'inscrit dans un maillage polycentrique, si bien décrit dans la thèse d'État de Guy Baudel il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, et que ce polycentrisme, lorsqu'on travaille sur le foncier, plus particulièrement peut-être encore les marchés fonciers et immobiliers, il a une petite incidence avec certes une hiérarchie urbaine, mais surtout des échanges, des mobilités domicile-travail que
le directeur du laboratoire a évoqué également dans les propos introductifs. Alors, ce fait de polycentrisme, on va s'en servir et on va essayer de resituer les choses finalement entre théorie et pratique. Et vu le dynamisme de la diapo, vous avez compris que j'allais beaucoup insister, en fait c'est plutôt le contraire, sur la dimension théorique. Pour parler du foncier, il y a beaucoup de modèles qui existent, qui ont été développés à différentes époques de temps, du modèle de Van Thunen sur la théorie des villes isolées, d'ailleurs théorie que je vais utiliser juste après, aux travaux de l'école de Chicago, mais il y a également des choses plus proches de l'économie également, sur la concentration des emplois, des services, des activités, et des modèles ou des macro-théories peut-être plutôt, que l'on pourrait transposer, à l'instar notamment de l'une des approches phares de Jacques sur le gradient d'urbanité, qui pourrait également nous intéresser lorsqu'on travaille sur l'évolution des prix en mélangeant diversité en quelque sorte et densité. Ces modèles, on les a en tête et par le passé, donc cette intervention est pour moi aussi l'occasion d'actualiser, tout au moins de manière provisoire, car je n'ai pas eu beaucoup de temps pour creuser la question, d'actualiser des travaux précédents. Et ces modèles, je les ai utilisés dans le passé, notamment dans mes travaux de doctorat, où Valenciennes était une ville parmi d'autres, où je me suis intéressé en appliquant la théorie et le modèle de Van Thunen, un petit peu actualisé, ça portait pas sur l'agriculture uniquement pour les plus puristes, à l'évolution de ce qu'on appelle la rente foncière autour des villes, et à mesure qu'on s'éloignait des villes de l'ancienne région Nord, Pas-de-Calais. Donc, de ces villes analysées, l'évolution du prix en quelque sorte, et des différentes variables qui décrivent un marché au cours de l'espace, je reviendrai sur cette idée de cours également un petit peu plus tard, j'ai développé 4 archétypes en appliquant finalement et en adaptant l'approche de Van Thunen. Une polarité métropolitaine évidente, avec effectivement une rente foncière, une décroissance du prix à mesure qu'on s'éloigne du centre-ville, et surtout un décrochage ou une accélération de la pente dans la période haussière des prix immobiliers et fonciers amorcée depuis la fin du XXe siècle, et qui s'est beaucoup accélérée depuis, et croissance qu'on n'a jamais connue et rencontrée d'histoire de la statistique. Valenciennes se situe dans la deuxième typologie, des villes moins isolées, si on en reprend l'approche de Van Thunen, c'est-à-dire des villes qui sont plutôt influencées par d'autres villes, et l'influence était manifeste en termes de rente foncière à Valenciennes, aux alentours de 14-15 km pour simplifier. Et l'un des enjeux pour moi aujourd'hui, mais je le répète, il s'agit d'une première approche, c'est d'actualiser un petit peu ces travaux. Est-ce que ça a changé depuis mes travaux de doctorat? 2 autres archétypes sur lesquels j'insiste un petit peu moins, des archipels, des villes en archipel plus proches de la polarité métropolitaine, où le phénomène de rente n'existe plus, il est complètement inversé. On a plutôt une augmentation du prix à mesure qu'on s'en éloigne, alors que dans l'approche classique, ça devrait plutôt être l'inverse. Et enfin, un dernier archétype que je trouve, à mon sens, très intéressant, c'est des villes dites isolées, toujours dans l'approche de Van Thunen, dont la polarité s'est renforcée du fait de la croissance et de l'augmentation des prix, ce qui revient à dire qu'il y a eu une homogénéisation des valeurs hautes dans les périphéries des agglomérations. Et là, c'est un cas d'étude confirmé un peu partout dans le monde, et c'est peut-être l'un des grands enseignements de cette phase haussière des marchés immobiliers. Bon, depuis mon doctorat, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, c'est ce que j'ai essayé de regarder rapidement. Il y a 2 façons de lire les choses. Là, on est sur la situation jusqu'au 30 juin 2021, donc c'est globalement récent, et ça couvre la période mi-2016, donc mi-2021. 2 façons de lire les choses, et je vais vous laisser choisir peut-être, en tout cas moi mon avis n'est pas complètement tranché, une approche un petit peu macroscopique, où on voit les prix décroître selon un double gradient, un gradient littoral peut-être un peu marginal ici, lié à la littoralisation des activités et à l'activité touristique, avec quelques stations balnéaires, et surtout un gradient de prix autour ou à partir de la métropole lilloise, la principale agglomération de la zone d'études ici. J'ai pas étudié dans la Belgique, dans ce que je fais avec vous aujourd'hui, ça demandait plus d'investissement. Donc ça, c'est la première lecture, une lecture assez classique, où effectivement on voit des gradients.
une forme de progressivité et de décroissance des prix, et l'agglomération valenciennoise, schématiquement, correspond à une petite anomalie dans ces gradients, avec des valeurs un tout petit peu plus élevées. Une deuxième lecture, à partir des mêmes sources d'informations, j'ai simplement changé le lissage, comme si j'avais changé de brosse à cheveux, hein, c'est aussi simple que cela, où finalement ce gradient apparaît beaucoup moins évident, et on serait plutôt sur une approche plus locale, en quelque sorte, approche plus locale selon... là aussi, c'est des travaux que j'ai déjà menés, une double approche, hein, l'importance des intermédiaires des marchés fonciers et immobiliers, les promoteurs et les aménageurs, qui sont aussi des faiseurs de marché, et la réglementation. Donc, l'une ou l'autre, je ne sais laquelle choisir, et je vous laisserai décider pour aborder finalement une autre évolution. Regardez la rente valenciennoise aujourd'hui, alors non plus dans toutes les directions comme je l'avais fait par le passé, mais par cadran, en fonction de la proximité est, ouest, nord, sud, etc., etc. Et de ces premiers résultats, que constate-t-on? C'est que la rente foncière valenciennoise ne s'éteint plus à une quinzaine de kilomètres, mais plutôt à 5, 6, 7 kilomètres, que d'autres rentes semblent intervenir, d'autres situations semblent intervenir, mais qu'il subsiste de ci, de là, notamment dans le quart sud, un effet, en quelque sorte, de centralité affirmée, en tout cas non concurrencée. De ces quelques propos, hein, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Moi, j'en ressors finalement 5 points. Le premier, ça fait peut-être écho à des propos qui ont été tenus tout à l'heure. Il conviendrait de donner du temps à l'espace et de l'espace au temps, en faisant un petit peu le même genre d'analyse et le même genre de travaux sur des idées de distance-coût et de distance-temps. Ça me semble être une perspective de travail intéressante. Là, je n'ai focalisé que sur Valenciennes, mais ça n'a pas de sens dans une région polycentrique. Donc, il convient d'aborder la totalité du système spatial, donc la totalité finalement des centralités, comme je l'ai fait par le passé, propager à l'ensemble des segments de marché. Là, je vous ai beaucoup parlé de foncier, mais je pourrais vous parler également d'immobilier. Étendre à l'ensemble des caractéristiques de marché, confronter à la planification spatiale, ça a déjà été fait par le passé, pour réinterroger cette approche dite structurelle, mais peut-être encore d'actualité, cette approche théorique de la rente foncière. Je vous remercie de votre attention et je pense avoir tenu à peu près les délais. Alors, en effet, donc, je suis très heureuse d'avoir l'occasion d'avoir ici au nom, je pense aussi de Jacques et de toute la chaire, Ilaria Casillo, ou Casillo, si on veut le dire à la française, qui est donc la vice-présidente de la Commission nationale du débat public et maître de conférence à l'université Gustave Eiffel donc de Paris. Et donc, Ilaria, elle est docteure en géographie de formation et pendant donc, sa carrière, elle a mené de nombreuses démarches de participation à l'international, donc en France, en Italie et même ailleurs. Elle a été aussi consultante et collaboratrice pour l'UNESCO et parmi ses publications, il y a le dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, dont elle a été la responsable scientifique. Donc, comme vous l'avez compris de cette courte présentation, Ilaria Casillo est une experte de participation et c'est de cela qu'elle va nous parler ce soir dans le cadre de quelque chose qui caractérise la chaire depuis 2 ans, qui sont les rencontres au sujet de la science citoyenne, qui s'interroge donc sur la relation entre la science et la société. Et donc, notamment entre comment cette relation se configure aujourd'hui. Et donc, est-ce que la notion d'expert avec la démocratisation du savoir a perdu son aura?
le fait que la communauté scientifique n'apparaît plus au grand public comme quelque chose de monolithique, mais comme quelque chose de traversé par de nombreuses controverses internes, mais aussi donc une science qui a perdu son aura aussi par le fait qu'il n'apparaît plus comme étant neutre. Et donc, aujourd'hui, Ilaria va nous parler justement de cette relation donc, entre cette science et la participation citoyenne. Et donc, le mythe du citoyen informé sur tout, est-ce que c'est valable? Comment et sur quoi informer? Et est-ce que l'information fait tout, ou il y a une différence entre la science et l'information et après la décision politique qui est autre chose? Et donc, je te laisse, Ilaria, la parole. Donc, tu as 45 minutes pour ton exposé et qui après sera complété par les questions du public. OK? Merci. Merci.